Et la première question, c'est donc comment est-ce que la rareté, quelle influence la rareté a historiquement, sans remonter sur le régime juridique au sens du droit romain pour l'exploitation, simplement pour faire comprendre l'importance de la qualification des choses sur leur disponibilité, et notamment juste ici sur la rareté, et qu'on vise finalement maintenant sous un autre terme, c'est les limites planétaires notamment. Puisqu'on est à peu près dans le même registre, on va voir que cette question de qualification est assez essentielle. C'est la distinction fruit-produit qui a été extrêmement intéressante à l'époque romaine de ce point de vue-là. Parce que en fait, cette influence, elle est de plusieurs natures en fonction des époques, en fonction des perceptions, parce que le droit est révélateur de son temps, en tant que tel, avec les outils de son temps et avec la qualification et le régime juridique qui sont liés en tant que tels, de ce qu'on pourrait désormais appeler le droit public économique, si on veut véritablement parler du droit minier, beaucoup plus que du droit de l'environnement, qui, même s'il y a eu un renchérissement ces dernières années, est quand même resté assez longtemps en retrait dans ce cadre-là. Et on va voir que ça a une influence sur deux éléments. D'une part, sur la qualification de la mine et des produits de la mine en tant que tels, mais également, surtout, sur la propriété et l'exploitation minière comme telle. Alors, tout d'abord, la première question sur la distinction fruits et produits. Alors, pendant des siècles, je ne sais pas si vous avez lu Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, et qui explique comment les forgerons étaient considérés comme des demi-dieux parce qu'ils arrivaient à, comme il l'écrivait, à accélérer les maturations chtoniennes. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant fondre le métal qui était contenu dans le minerai, eh bien, il accélérait finalement sa pousse. Simplement parce qu'on pensait que les minéraux poussaient. On y pensait tellement qu'on y a pensé tellement tard qu'en Espagne, jusqu'au XVIe siècle, on refermait les mines pour refaire pousser, notamment les mines de sulfure de plomb, ce qu'on appelle la galène, étaient refermées parce qu'on pensait que ça repoussait, et donc, c'est que c'était un fruit. C'était un fruit comme tel, et pendant des siècles, on a considéré que le produit minier était un fruit en tant que tel, et que finalement, la mine était un producteur de fruits, plus encore les carrières, puisque dans la mesure où elle était quasiment innombrable, et c'est ce caractère, on va dire, d'apparence inépuisable qui le rendait fruit en tant que tel. Alors, même si le Code civil actuel n'a pas donné de définition, la doctrine depuis le digeste, a repris désolé de cette allitération anglaise, le digeste a repris les éléments. Le fruit, c'est ce qui revient périodiquement, qui n'épuise pas la substance du capital, et que le fruit, c'est ainsi que le fruit se distingue du produit, et par produit, il faut entendre ce qui n'est retiré du capital qu'à intervalles irréguliers, et qui en tout cas se fait au prix d'une diminution de la substance. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on va extraire un produit minier, on produit du vide, ni plus ni moins. On produit du vide, ni plus ni moins. Autrement dit, on a une donnée physique, parce qu'une fois séparés du fond, ces produits ne se reproduisent pas. Ils ne se reproduisent pas, c'est donc une donnée matérielle, une donnée physique en tant que telle, et finalement très réaliste de l'épuisabilité de la substance, qui justifie qu'en droit minier, même encore contemporain, on parle de produits de la mine et pas de fruits de la mine. Je vous signale à toute fin utile qu'on est passé très récemment, et vous saurez désormais vous ne mangez plus des fruits de mer, mais des produits de la mer, puisqu'un dernier texte sur les questions de pêche en droit de l'Union a fait varier la terminologie qui est employée. Jusqu'alors, même si on en parle sur les étals, manger des fruits de mer, c'est désormais des produits de la mer, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait atteint un certain niveau et qu'il y a une épuisabilité, et que finalement, la qualification va faire que, la personne a une obligation, d'une part, d'optimisation de la ressource en tant que telle, et surtout d'économie de la ressource, puisqu'elle s'épuise. Donc, parce qu'on arrive vers sa rareté, c'est sa rareté qui va créer finalement sa nouvelle qualification. Non, tu peux garder ta raquette. Non, mais et donc finalement, tout simplement, pourquoi ? Parce que l'exploitation des mines et des carrières, retranche les fractions du capital du bien frugifère, qui peut à terme aboutir à son entier épuisement en tant que tel. Et c'est pour ça que pendant des siècles, le droit romain a maintenu cette qualification de fruits. Si un jour vous avez l'occasion, elle est en ligne sur Halle, de lire la thèse de Mylène Jaoul, qui est maître de conf à Montpellier, qui a écrit une très belle thèse sur la notion de fruit en droit civil. Et elle a tout un
des sections sur cette question justement du passage dans la perception romaine du fruit au produit, qui est tout à fait intéressant, Mais au-delà de ces incidences juridiques, qui va imposer finalement au propriétaire ou à l'exploitant, de conserver au maximum la substance, la qualification permet de traduire un état, la finitude, et un risque, l'épuisement, qui va appeler finalement une vigilance particulière, non seulement de la part du propriétaire, ce qui est généralement le cas, mais également de l'État, dans la mesure où l'État a un intérêt à certains matériaux qu'on n'appelait pas encore stratégiques, mais qui sont considérés comme stratégiques en tant que tels. Mais j'y reviendrai lorsque j'évoquerai la période de la Révolution, mais pas tout de suite. Finalement, il n'y a qu'un stade auquel on n'est pas arrivé, mais parce qu'il y a eu un obstacle formel, c'est la propriété, puisque je le rappelle que généralement la rareté, l'inépuisabilité appelle le caractère de choses sans maître en tant que tel, puisqu'on n'a pas besoin d'une surveillance juridique particulière, alors que l'épuisabilité appelle la communauté. Elle appelle la communauté les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, et qui est nécessaire, parce qu'il y a cette communauté, d'exercer un contrôle sur celle-ci. Donc, premier élément, c'est qu'on va avoir ce statut, du fait de la rareté, de produits et de fruits, qui va varier dans le temps. Le deuxième, et c'est très révélateur à la Révolution française, c'est l'influence de la rareté sur la propriété et l'exploitation. Prenez la loi révolutionnaire des 12 et 28 juillet 1791 relative à l'exploitation des mines, qui est extrêmement libérale. Après la Révolution française, on a consacré la propriété, le droit de propriété triomphante. Je vous donne le texte dans sa traduction en français contemporain. Les mines et les minières, ainsi que les bitumes, charbon de terre, pierre, pyrite, etc., sont à la disposition de la nation. Donc, on admet que c'est souveraineté nationale dans ce cadre-là. Et en ce sens seulement, ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. Donc, ça donne un droit de regard, comme on l'avait sous l'Ancien Régime, de l'État sur l'exploitation minière. Mais les propriétaires de la surface en jouiront de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchées ouvertes avec fosses et lumières, donc soit des mines souterraines, soit des mines de surface, jusqu'à 100 pieds de profondeur. Autrement dit, le texte donne la souveraineté de l'État sur les richesses minières, mais autorise les propriétaires à avoir une exploitation libre jusqu'à moins 30 mètres, 100 pieds, grosso modo. Et plus encore, il est précisé que ce sont les propriétaires de la surface qui auront un droit de préférence et la liberté d'exploitation des mines, qu'ils pourront trouver dans leurs fonds, et surtout, c'est que la permission ne pourra pas leur être refusée. Ce qui est intéressant, c'est que le texte autorise les propriétaires de plein droit à exploiter leurs fonds, mais sous contrôle de l'État. Et le seul critère que l'on a ici, c'est celui de la propriété, mais il devait se produire ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un gaspillage des ressources entre ceux qui n'avaient pas les moyens et qui commençaient à exploiter finalement. Ils transformaient leur terrain en gruyère sans véritablement avoir de pensée d'exploitation. Il y a eu une exploitation peu rationnelle et ça n'était pas admissible dans un État qui, à l'époque, était en guerre contre la moitié de l'Europe. Et je vous rappelle quand même que ça va avec du charbon qu'on fabrique la poudre, les poudres explosifs, et c'est avec les produits métallifères qu'on va fabriquer les armes en tant que telles. Et c'est pour ça qu'on va avoir une reprise en main au détriment de la propriété à cause justement de cette rareté par la loi du 21 avril 1810 qu'on a appelé le premier code minier, la loi du 21 avril 1810 sur les mines minières et carrières, qui nous dit une chose suivante, qui va complètement trancher avec le texte antérieur. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État. On règle les droits des propriétaires de la surface. Mais dans le même temps, on va créer une propriété un peu bizarre qui répond à l'article 552 du Code civil, vous vous souvenez? La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, sauf disposition du Code minier. Alors, c'est la formule actuelle, mais sauf disposition en matière minière. On va chercher le Code minier, on n'a rien. On ne sait pas ce qu'il en est. On sait simplement que le propriétaire ne peut plus exploiter librement le dessous de sa propriété dès lors qu'il s'agit de matériaux miniers, alors que l'exploitation des carrières est libre. Et ce qui va faire la différence entre les mines, les minières et les carrières, c'est la nature des matériaux. Et c'est seule la nature des matériaux qui fera ce subtil distinguo dans un régime juridique. Et plus on confie l'exploitation au contrôle de l'État, plus la matière présente un intérêt pour l'État, en tant qu'on avait les mines d'or
des rois Hamel, par exemple, mais on avait déjà des matériaux qui étaient spécifiques à l'État. Mais surtout, le texte nous dit qu'il donne la propriété perpétuelle de la mine qui est donc disponible et transmissible, sauf éléments liés au code minier, mais surtout, et c'est ce qui va montrer, et ça va être le point de départ de ce qu'on verra dans un deuxième temps sur les qualités qu'on doit avoir pour pouvoir exploiter sans gaspillage, c'est que l'individu ou la société doit justifier, la société, comprenez, compagnie qui veut exploiter, doit justifier les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux et des moyens de satisfaire aux indemnités, redevances, etc., etc. Et c'est la première fois qu'on va imposer à celui qui va exploiter d'avoir la capacité de le faire en tant que tel, et surtout, c'est le seul gouvernement, article 16 nous dit, le gouvernement est juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux différents demandeurs. Et on n'a plus de priorité aux propriétaires comme c'était le cas antérieurement en tant que tel. Alors que, ça va me permettre de passer la parole à mon collègue, c'est que l'article 80 nous dit l'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous simple surveillance de police, et lorsqu'elle est par galerie souterraine, elle est soumise à la surveillance de l'administration, et il en sera ainsi jusqu'au code minier de 1956. Donc vous imaginez la pérennité de la chose, 150 ans, on va rester sous le même régime, ce qui est relativement rare de nos jours désormais qu'un texte dure aussi longtemps. Deux caractéristiques essentielles: la dissociation de la propriété du sol et du sol minier, et j'insiste bien du sol minier seulement et pas du sous-sol, et surtout, ce qui va avoir un jeu sur la rareté, le contrôle étatique de la recherche et l'exploitation avec certaines qualités requises de la personne pour pouvoir être attributaire du titre minier. Merci Philippe. Alors effectivement, on voit que historiquement déjà la question de la rareté influence le régime juridique. On va voir maintenant que dans le régime actuel, les substances, alors on a déjà étudié tout au long de ces conférences, vous savez que les substances considérées connaissent une abondance extrêmement hétérogène, matériellement. Pardon, j'ai tout cassé. Non, mais c'est pas grave. Mais le droit peut aussi influencer la disponibilité de ces ressources. Donc, la disponibilité influence le droit, mais l'inverse est vrai aussi. Et c'est à partir de ce constat qu'on abordera deux sous-questions. D'abord, comment la rareté matérielle influence le contrôle que l'État opère sur la ressource. On verra d'abord que le régime est libéral en matière de carrière et beaucoup plus réglementé pour les mines, et ce sera le tour de Philippe. Mais tout d'abord, donc, le régime libéral, enfin à nuancer évidemment, parce que c'est pas peut-être pas aussi libéral que ça, mais pour les carrières. Alors, juste quelques mots finalement, parce que Philippe Billier a déjà tout dit, en tout cas tout suggéré. Et vous avez bien compris que le concept clé est celui de la rareté, et que c'est cette rareté, quelque chose de forcément relatif, qui va induire des régimes. Si l'on veut résumer le régime des carrières, on peut grossièrement se dire du fait que le code minier nous fait la liste des substances qui relèvent de son champ d'application parce qu'elles sont rares, parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles doivent être finalement exploitées pour l'État, pour les activités de l'État, pour l'intérêt général. On peut élargir ça avec tous les concepts qu'on connaît, mais il y a une finalité qui s'oppose au goût du lucre, au principe de l'économie, qui serait dès lors le vecteur de l'exploitation des carrières. La chose est bien sûr un tout petit peu compliquée, ce qui conduit à nuancer. Est un petit peu plus compliqué, mais en même temps, on y retrouve des choses assez simples. Philippe Billier nous l'a dit, la spécificité du droit minier, c'est de créer un objet juridique un peu singulier au sein de la propriété, c'est la mine. Il y a de l'or, l'or va être exploité, il va y avoir une concession, et puis on va expliquer aux propriétaires que
bien sûr, il peut concourir pour la concession, rien ne l'empêche, bien évidemment, mais c'est pas fondamentalement l'esprit. L'esprit, c'est que l'or, puisque je prends cet exemple, ça peut être, on y trouve aussi on y trouve des vides, hein, il faut que ce soit bien exploité, et dès lors, le propriétaire ne va plus être totalement chez lui. Les carrières, le monde est beaucoup plus simple. Les carrières, c'est, si j'ose dire, les matériaux du tout venant. Hein, c'est, même s'ils ont une valeur, ces matériaux du tout venant, le propriétaire, il est chez lui. S'il a envie de les exploiter, il va les exploiter. C'est l'idée de base. Après, on relativise la chose, parce que, bien évidemment, la rareté dont on parlait tout à l'heure, dont on parle encore s'agissant des matériaux, elle n'est pas unique. Il y a d'autres raretés dans notre monde. Et ça peut être de la rareté humaine, imaginez du capital humain, on va appeler ça comme ça, imaginez une carrière exploitée, elle va pas bien comme je te pousse, par quelqu'un qui se contente de faire un trou dans lequel tout le monde tomberait, on trouverait ça singulier. Autre rareté, la plus présente finalement, et Philippe Biguin en parlait tout à l'heure, c'est la rareté de l'environnement, la rareté de la nature. Que dirait-on d'un exploitant qui, certes se trouve chez lui, certes se trouve avec ses matériaux, vient prendre sans aucun contrôle à la fois du calcaire, ce que vous voulez, des granulats, peu importe, mais vient en même temps massacrer, porter atteinte à l'environnement. Là encore, on a, si vous voulez, ce conflit entre deux choses. Certes, la carrière, c'est un propriétaire. S'il a envie de creuser, il creuse. Alors, il est chez lui où il a obtenu. La carrière, il y a un vieux contrat. Ceux d'entre vous qui ont fait des contrats spéciaux en licence, si j'ai bonne mémoire, se rappellent peut-être d'un contrat singulier qui est le contrat de fortage, qui est le contrat propre à l'activité extractive, qui fait qu'on acquiert la propriété au fur et à mesure. On n'est pas le propriétaire du sol et du sous-sol, mais compte tenu du droit que nous a conféré le propriétaire du sous-sol, on va acquérir au fur et à mesure de l'extraction la propriété des matériaux extraits. Donc, le carrier, il est chez lui, il vous a obtenu le droit. Ce n'est pas pour autant qu'il peut faire n'importe quoi. Et ne pas faire n'importe quoi, qu'est-ce que ça veut dire, si j'ose dire, en bon français, mais surtout en bon droit, c'est être placé sous le contrôle de la puissance publique qui va d'abord examiner votre demande, va ensuite vous accorder ou non, si vous ne méritez pas une autorisation, va contrôler la façon dont vous exploitez. Vous avez l'autorisation d'exploiter, il y a des prescriptions, l'État la puissance publique va contrôler la façon dont vous exploitez. Puis si vous le faites mal, vous allez être sanctionné. Alors certes, la carrière, c'est beaucoup plus libéral que la mine, parce que c'est finalement quelque chose qui s'appuie sur le droit de propriété. Donc, l'extraction des matériaux, c'est inviolable et sacré comme peut l'être la propriété. Mais compte tenu du fait que cette activité a des conséquences, c'est une activité qui va être encadrée. Je vous la fais courte, actuellement, les carrières sont placées sous le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, mécanisme d'autorisation, qui est le plus lourd, le titre le plus compliqué à avoir pour la majeure partie des carrières, en tout cas c'est le cas, qui vous soumet à un contrôle. Donc, oui, c'est libéral parce que on est chez soi, mais il y a des limites parce que les activités extractives ne sont pas sans conséquences. Mais vous allez voir, la mine, c'est bien pire. En tout cas, c'est différent. Très différent. La mine, c'est pire. Et puis, entre les deux, il y a aussi des carrières dans des zones où l'extraction est interdite, comme dans les cours d'eau où
les espaces de mobilité de cours d'eau. Donc, on voit bien que c'est un régime libéral, mais qui tend quand même à se durcir un peu sous l'influence des préoccupations environnementales, mais on verra ça un peu plus tard. Et voyons maintenant comment le droit minier assume peut-être plus profondément son caractère restrictif, ou en tout cas de contrôle, un régime de contrôle. Oui, effectivement, comment est-ce que le droit minier, finalement, du fait de cette rareté, va avoir des incidents sur le contrôle que l'État opère sur la ressource? Il le fait à plusieurs niveaux. Il le fait à plusieurs niveaux parce que finalement, c'est pas tant sur la ressource en tant que telle que va peser le contrôle, qui est garanti finalement depuis 1804 avec le Code civil, depuis 1810 avec le Code minier, mais c'est surtout le contrôle de son exploitation et surtout de son exploitant. Ce qui fait, et on reviendra sur l'exploitation avec les contraintes environnementales qui, on verra, sont créatrices de rareté, c'est d'abord et avant tout le contrôle qui va peser sur l'exploitant en tant que tel. On l'a vu, le passage 1791 à 1810, où on efface totalement le propriétaire par rapport aux droits qu'il pouvait avoir. Et on va voir que le droit minier impose une approche finalement très personnalisée et très qualifiée de l'exploitant, à même d'éviter ce gaspillage. J'en viens au texte tout de suite contemporain. Le choix du concessionnaire est fondé sur ses capacités techniques et financières à mener à bien les travaux, qu'ils soient de recherche ou d'exploitation, et nul ne peut obtenir, c'est l'article L132-1, enfin il y en a plusieurs, mais nul ne peut obtenir ces autorisations, alors on va traduire ça par titre minier, s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux et assumer surtout toutes les obligations qui lui incombent dans les décrets qui sont pris pour assumer les intérêts qui sont les intérêts d'environnement, de santé publique, en fait toute une série de dispositions sur lesquelles on reviendra. Et surtout, et ça c'est une philosophie qui est récurrente, même si ça n'était pas écrit en 1810, tous les commentateurs, et notamment Lecret lorsqu'il va commenter le régime minier, mutatis mutandis, finalement, c'est que tout exploitant de mine est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes les plus confirmées, les plus propres à apporter au maximum compatible dans les conditions économiques le rendement final de ces gisements, tout simplement parce qu'ils ne sont pas inépuisables, d'où le fait, et c'est la philosophie de base, qu'on va imposer des capacités techniques et financières pour pouvoir justement satisfaire cette obligation, on dira de base, parce qu'il s'agit d'éviter de gaspiller une ressource finie dans les perspectives de ses qualifications de produits. Et donc, on va reculer les limites matérielles du gisement par la rationalisation de son exploitation, ni plus ni moins. Et à ce propos, j'aurais peut-être pas eu tout à fait les mêmes termes il y a quelques mois, donc ça tombe bien que ça soit juste maintenant, puisque, et je suppose que vous les en avez pris connaissance, c'est en plein mois d'août, vous étiez beaucoup plus disponible d'esprit, vous avez eu 4 décrets du 27 août 2025 relatifs aux titres miniers. Et il y en a un spécifique sur les titres miniers et titres de stockage souterrain qui développe tous les critères de choix. Et il va un petit peu plus loin que ce qui prévalait d'après le code de 1956 en termes d'optimisation et surtout sur les questions de capacité, avec une prise en compte de la jurisprudence qui est extrêmement intéressante sur les antécédents ou ce qu'on appelle les antériorités d'exploitation. Et donc, pour justifier de ces capacités techniques, c'est-à-dire celles qui sont à même de produire le plus par rapport au moins dont on dispose, eh bien, le demandeur d'un titre, qu'il soit de recherche, qu'il soit d'exploitation, que ce soit exclusif ou pas, eh bien, doit fournir à l'appui de sa demande notamment la liste des travaux d'exploitation ou d'exploration datant de moins de 10 ans, auxquels il a eu la charge et le suivi, accompagné d'un descriptif des travaux sommaires. Les travaux, les plus importants, tout simplement pourquoi ? Parce que, et on a beaucoup de jurisprudence sur ce point, où l'administration peut refuser, et on a la même chose en matière d'installation classée, qui s'est d'ailleurs, me semble-t-il, inspiré, je ne sais plus lequel des deux s'est inspiré de l'autre, mais... C'est le droit des carrières, parce qu'en 1994, on a... c'est ça, qui a repris, voilà. Ce qui se trouvait dans le code minier s'est trouvé repris après, pour les carrières au sein du droit des CPE. Et la jurisprudence va rechercher dans les antériorités de l'exploitant pour justifier le refus de l'administration qui disait « mais cet exploitant-là n'a pas eu le bon comportement ou la bonne exploitation dans les gisements qui lui avaient été confiés antérieurement, eh bien il ne mérite pas, je le traduis autrement, d'avoir un nouveau titre minier pour le nouveau gisement en tant que tel. » Si je peux me permettre juste une interruption, mais on a le sentiment que par conséquent,
les garanties techniques et financières, les capacités techniques et financières sont là pour vérifier qu'on est capable d'exploiter au maximum pour les mines. Mais si on regarde les ICPE, c'est plutôt vérifier qu'on est capable d'exploiter dans le respect de l'environnement. Tout à fait. Donc là, on a un usage totalement différent d'un même outil. Alors, la capacité technique est pour l'exploitation, la capacité financière, c'est pour la remise en état. On n'est plus tout à fait dans le même registre, mais on est un peu dans le même esprit. Mais ça va très loin, parce que si ce sont des éléments qui sont en lien avec la capacité d'obtenir un titre minier, c'est aussi des éléments qui peuvent justifier le retrait du titre minier. L'article 173-5 actuel nous dit qu'après mise en demeure, il peut se voir retirer son titre dans des cas qui sont directement en lien avec une mauvaise exploitation, donc un gaspillage de la rareté. C'est l'inactivité persistante ou manifestement sans rapport avec l'effort financier. Ça devrait vous rappeler les questions en matière agricole. Les terrains cultes et manifestement sous-exploités qui vont traduire un transfert du droit de jouissance du bien à quelqu'un qui est capable de le faire mieux, eh ben on est exactement dans le même registre dans ce cadre-là. Et surtout également l'inobservation des engagements souscrits dans l'acte institutif. C'est également l'absence ou insuffisance prolongée d'exploitation, manifestement contraire aux possibilités du gisement. Donc c'est une invitation à exploiter, en définitive, à exploiter au mieux en tant que tel que c'est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et surtout l'utilisation ultérieure du gisement. On ne doit pas gaspiller aujourd'hui et on ne doit pas gaspiller pour demain. Ça signifie ceci dans ce cadre-là, et c'est aussi pour les concessions, l'inexploitation pendant plus de 10 ans. Et surtout, c'est que si vous avez une déchéance du titre minier, puisque c'est son appellation juridique, eh bien le gisement sur lequel portait le droit est retiré des mains de son exploitant et doit être placé dans la situation d'un gisement ouvert aux recherches. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir faire l'objet d'un nouveau tour de table avec des pétitionnaires qui vont demander un permis de recherche et peut-être après un permis d'exploitation si le gisement était encore ouvert à ce cadre-là. Mais ça va encore plus loin dans la conformation ou la définition de ce qui est nécessaire avec ce qu'on appelle la planification. La planification minière, finalement, c'est ce qui permet de connaître la réalité de la rareté. On a eu plusieurs tranches dans ce cadre-là. On a eu un premier gros inventaire entre 1975 et 1995 qui a mis en évidence des indices miniers nouveaux dans l'Hexagone et en Guyane notamment. Il était principalement axé sur certaines substances, métaux de base, métaux précieux, Jean-Nicolas a parlé de l'or tout à l'heure par exemple, et qui reflétaient finalement les préoccupations industrielles et économiques du moment. Et ce qui veut dire que certaines substances qui sont recherchées maintenant ne l'étaient pas à l'époque et donc n'ont pas fait l'objet de cette planification et qui sont considérées donc désormais comme critiques ou stratégiques, n'ont été ni explorées ni analysées, le lithium, les terres rares, le tantal, le césium, le gallium, etc., ou alors ont été avec des limites de détection, c'est-à-dire que les techniques d'aujourd'hui ne sont pas celles qu'il y avait hier. Ce qui veut donc dire que il a fallu, à partir de 2010, avoir des travaux de réévaluation du potentiel français en matière de ressources minérales et avec de nouvelles acquisitions de données, ce qui a donné lieu à beaucoup de frayeur de la part de certaines populations lorsqu'on est venu leur dire « Ah, dans le Cantal, vous avez des mines de X, en Ardèche, vous avez des mines de Y, etc. etc. » Tout simplement parce que on sait très bien que si les matériaux sont rares et que finalement, il n'y a pas que le commerce de proximité, il y a aussi les mines de proximité, il vaut mieux les avoir chez soi qu'à l'étranger, eh bien on va venir creuser chez soi en tant que tel, ce dont ne veulent pas les populations. Mais ce qui va conduire donc cette nouvelle inventaire minier va réanalyser les méthodes analytiques avec des échantillons historiques pour tester le fait qu'ils puissent avoir des matériaux stratégiques et surtout d'analyser les données. Alors ça, c'est quelque chose qui montre bien, quand on commence à fouiller dans les poubelles, c'est qu'on n'a plus grand-chose. Et c'est là qu'on voit la rareté. Or, les poubelles des mines, ce sont les crassiers en tant que tels. Et donc, on va analyser les données historiques avec des meilleures techniques d'analyse pour caractériser ces ressources et notamment avec les déchets miniers, les résidus de traitement, qui sont encore parfois fortement concentrés en minerais et pour lesquels les techniques minières de l'époque ne permettaient pas l'extraction
Et maintenant, c'est possible. Et c'est là qu'on a les éléments d'environnement, c'est très intéressant. Parce que comme ce sont des buts qui ont été constitués, qui ont été abandonnés depuis une quarantaine d'années, la nature a repris ses droits. Et comme ce sont des terres un peu particulières, et notamment des éléments comme le charbon et autres, vous avez encore de la chaleur qui est produite, et vous avez des plantes tropicales protégées qui poussent sur les terrains miniers, et on ne peut pas les exploiter, sauf obtenir une dérogation espèce protégée. Parce que justement, ce qui était considéré comme une décharge, finalement, une décharge minière est devenu une ressource environnementale. Et ça crée encore plus la rareté, finalement, puisqu'on ne peut plus y accéder véritablement. Je traiterai après des ressources environnementales, des raisons environnementales. Et précisément, ce sera l'objet donc du second point de ce deuxième temps, de voir comment les préoccupations environnementales interagissent avec le régime d'exploitation. Et on verra d'abord comment, en droit minier, l'environnement est une cause de création juridique de la rareté. Donc, il y a une création juridique de la rareté au nom de l'environnement. C'est la raréfaction des carrières qu'on va, en dépit du régime libéral, restreindre de plus en plus. Et puis, on verra comment la réponse à la rareté se fait au nom de l'environnement en matière minière, et ce qui conduit à entraver l'exploitation minière. Mais d'abord, les carrières. Merci Aude. Alors juste une petite réaction à ce que dit Philippe Billet, parce que vous voyez, on commence déjà à nuancer ce qui pouvait apparaître de prime abord comme une opposition. Les carrières, c'est sympa d'un côté, les mines, c'est terrible de l'autre. Il y a quelque chose qui, en écoutant Philippe, qui m'a traversé l'esprit, que je partage avec vous, c'est que, en effet, pendant longtemps, tout ça était un régime unique. Les carrières ne sont sorties du giron du droit minier, au plan du texte, qu'en 1994. C'était des mines, si je puis dire, c'était des objets de droit minier différents, spécifiques. Enfin, c'était le code minier. Il n'y avait pas de concession, ce que vous voulez, c'est différent. Mais c'était dans le code minier. La sortie, c'est 94, c'est pas si vieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste dans notre droit des carrières, donc, encore une fois, c'est le droit des installations classées, le droit des carrières, il reste des traces du droit minier. Espèce de casier pénal, si j'ose dire, du méchant carrier, à qui on dit, écoute, tu as tellement mal exploité ton installation qu'on va surtout pas t'autoriser pour une autre. C'est issu directement du droit minier. Les capacités techniques et financières, vous regardez le droit des ICPE aujourd'hui, bah oui, bien sûr, il faut justifier de sa capacité technique, comment on va pouvoir maintenir l'exploitation pour laquelle on est venu réclamer une autorisation, et financière, quand à la cessation du site, ou si on n'arrive pas techniquement à l'exploiter, comment on va le remettre en état, et comment on va pouvoir financer les charges de la remise en état. En ICPE, encore une fois, aujourd'hui ça paraît assez banal, ce n'est pas tant que ça. Et c'est là aussi une introduction dans le droit des ICPE par cette petite porte qui s'est ouverte avec les carrières, et c'est une surveillance du droit minier. Le fait que les autorisations de carrière soient limitées dans le temps. Le principe de base des ICPE, c'est autoriser un jour, exploitant toujours. Il n'y a que deux limites à ça, ils ne sont d'ailleurs pas le même vecteur, c'est les stockages de déchets et les carrières. Cette idée d'une autorisation environnementale limitée dans le temps, c'est pas du droit des ICPE, c'est une trace qui subsiste pour les carrières de son ascendance minière. Et on pourrait, j'ai encore d'autres exemples, mais je vais fermer cette parenthèse. Si on revient au sujet tel qu'il Farinetti vous l'a présenté, en quoi va-t-on avoir une rareté au nom de l'environnement en matière de carrière? La chose est assez simple, vous la constatez en fait, vous la constatez en droit. En fait, finalement,
après un moment où les carrières s'ouvraient, si j'ose dire, à la chaîne, où elles s'achevaient au terme de l'exploitation avec des conditions de remise en état stéréotypées. Si la curiosité vous en prend de regarder une carte de l'Île-de-France au sens large, vous verrez au nord, vers Roissy, vous trouverez plein de petits lacs sur la carte. Ces petits lacs, ce sont des carrières remises en état avec un modèle totalement stéréotypé, totalement mauvais pour l'environnement, j'exagère, mais avec souvent des conséquences environnementales lourdes, ne serait-ce que parce que la nature, en tout cas dans le nord de l'Île-de-France, c'est pas des petits lacs, hein, c'est pas les Dombes, c'est pas ça la nature, c'est quelque chose d'uniforme. Et les carrières ont créé une succession par leur remise en état, de petits lacs. Donc, les carrières maintenant, finalement, après cette période un peu laxiste, ouvrir une carrière, c'est pas drôle maintenant. C'est pas facile. Il va falloir lutter parce que le droit s'est refermé sur l'activité extractive, l'a soumis à un régime qui est contraignant, à un contrôle qui pas plus tatillon. On va vous entendrez des gens qui disent les carrières c'est atroce, contrôle est tatillon, ça il n'y a plus tatillon ni moins qu'ailleurs, c'est le contrôle qu'exerce le juge sur toutes les activités classées. Il y a en revanche un systématisme. Vous ne pouvez plus avoir une autorisation de carrière sans avoir un contentieux associé. Ou alors c'est que vous passez à travers les gouttes, mais c'est quand même assez rare. C'est devenu quelque chose qui est à peu près critiqué de façon systématique. On peut s'en félicite que le contrôle du juge n'est pas un scandale. Hein. C'est même rassurant quand vous l'avez passé. Vous dites, après tout, mon dossier n'était peut-être pas si mauvais que ça. Et encore une fois, la banalité de l'autorisation de carrière, la banalité des carrières un temps, les besoins aussi. Plaçons-nous dans une période de reconstruction, je pense à l'après-guerre, il fallait des matériaux, les carrières se sont en effet beaucoup ouvertes assez facilement au début des années 50, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais aujourd'hui, la préoccupation environnementale en matière de carrière se montre telle que on peut parler d'une raréfaction des activités extractives qui s'accompagne d'une concentration au plan économique, mais ça c'est un autre débat. Merci. Voyons maintenant quelques illustrations contentieuses, on a bien compris que les carrières étaient censées s'attaquer, comme un certain nombre d'autres ICPE. Hein, les éoliennes sont dans le même cas. Et j'imagine que les mines aussi. Alors, on va aborder les aspects contentieux, simplement quelques aspects du lien avec l'environnement. Oui, pardon, j'ai sauté une question, j'ai sauté une question, donc c'est la réponse à la rareté au nom de l'environnement dans le contentieux, Alors, simplement, en guise de boutade aux inquiétudes de Jean-Nicolas, vous savez qu'avec moins de 20 grammes, on peut arrêter une carrière. Moins de 20 grammes d'une chauve-souris. C'est une espèce protégée, alors. C'est une espèce protégée. Et que comme vous faites des tirs, ce qu'on appelle des tirs de mine pour des carrières, ce qui est comme assez curieux, mais c'est comme ça. Quand on fait des tirs de mine pour des carrières, si vous le faites en période d'hibernation, vous n'avez pas le droit parce que ça secoue tout le monde, ça tombe et puis ça s'envole, ça brûle de graisse pour l'hiver et ça meurt. Et donc on l'interdit. On a encore discuté parce que je participe au Conseil national de la protection de la nature qui donne son avis très souvent défavorable à ces ouvertures de mines et de carrières. Et on mesure souvent, on crée la rareté finalement. On protège la rareté des chauves-souris en organisant la rareté de l'extraction minière ou carrière. Je termine avec la boutade, venons-en aux aspects, enfin de la boutade c'est sérieux quand même aussi, mais venons-en dans ce cadre-là. En fait, vous avez 3 conséquences, me semble-t-il, de l'environnement sur la mine en tant que telle. D'une part, c'est les interdictions d'exploitation, ce sont les contraintes d'exploitation, et enfin les anticipations d'exploitation. Donc vous avez 3 éléments, et
qui, on va le voir, crée la rareté, et parfois même d'autant plus la rareté qu'on n'a plus le droit du tout d'exploiter. Contraintes d'exploitation, les interdictions d'exploitation, la réglementation française, au nom de l'environnement, et surtout parce que vous avez eu des associations de protection de l'environnement qui se sont battues pour cela, va interdire 2 techniques d'exploration et d'exploitation des mines, la fracturation hydraulique. Vous avez sans doute entendu parler du gaz de schiste, avec la fracturation hydraulique et les très fortes pollutions que cela peut apporter, qui est interdite sur le sol français. Et vous avez également l'utilisation du mercure comme technique d'amalgamation, pour séparer l'or des autres substances qui sont présentes dans la roche aurifère. C'est l'utilisation qui en est faite essentiellement en Guyane de ce point de vue-là. Et vous avez comme ceci l'Union européenne qui avait lancé une stratégie sur le mercure en 2005, qui avait abouti à un règlement qui interdisait finalement les extractions dans ce cadre-là. Et donc, on bloque totalement le processus d'extraction. Donc, si on ne peut pas le faire autrement, on ne peut pas le faire du tout. Vous avez ensuite les contraintes d'exploitation. L'article L161-1 du Code minier va établir une liste exhaustive des intérêts à préserver lors des travaux d'exploration ou d'exploitation minière, sécurité, santé, salubrité publique, conservation des voies de communication et surtout les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et généralement protection des espaces naturels, paysages, faune, flore, équilibre biologique, bref, tout ce qui tourne autour, de près ou de loin, de l'environnement. Or, ces contraintes peuvent créer la rareté, puisque pour des motifs d'environnement, l'administration peut refuser de délivrer un permis exclusif de recherche, voire une autorisation d'exploitation. Je vais prendre un seul cas en 2 temps pour vous montrer l'évolution de la jurisprudence, mais très brièvement. C'est un premier arrêt du 27 juin 2018 où, pour la première fois, le Conseil d'État va valider le refus de délivrance d'un titre minier, tout simplement parce que c'est au regard de l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique et de la nécessité pour la France de respecter ses engagements au titre de l'accord de Paris. Et donc en 2018, le Conseil d'État va valider ce refus. Mais vous notez bien, j'ai insisté sur le terme, l'objectif d'intérêt général. Parce que 6 ans plus tard, dans une autre décision du 24 juillet, il admet que l'administration puisse refuser la délivrance d'un permis exclusif de recherche pour un motif d'intérêt général, non plus un objectif, mais un motif comme tel. Donc, me semble-t-il, quelque chose de beaucoup plus souple dans son approche, qui s'attache à la limitation du réchauffement climatique dans ce cadre-là. Et vous avez ensuite les anticipations d'exploitation avec notamment l'évaluation environnementale, et qui va fonder l'administration ayant tous les éléments scientifiques et techniques, qui va asseoir un peu plus, d'une part, les contraintes que l'administration peut imposer, d'autre part, les refus qu'elle peut opposer en tant que telle. Mais je ne vais m'en tenir, compte tenu du temps qui passe, que sur un cas. Alors, si j'ai qu'un seul cas, je vais le citer, on en a pour une journée. C'est l'affaire dite Montagne d'Or. L'affaire dite Montagne d'Or, pour laquelle vous avez une... Alors, il faut savoir, c'est qu'en 1810, on avait admis que les concessions qui étaient dans les territoires, on n'appelait pas ça les territoires ultramarins, dans les colonies, n'avaient pas de limite dans le temps. Vous avez un texte qui va les limiter dans le temps et qui va prévoir leur réattribution de plein droit. Sauf silence gardé pendant 2 ans. Ce qui fut dit fut fait. L'administration garde le silence gardé sur une opération qui s'appelle Montagne d'Or en Guyane, destinée à extraire une 50aine de tonnes d'or annuelles en faisant sauter un certain nombre de quantités d'explosifs jour, donc avec des conséquences environnementales très fortes, et l'administration garde le silence. Or, gardant le silence alors que son refus doit être motivé, elle ne pouvait pas refuser puisque c'était de plein droit, la compagnie Montagne d'Or attaque, etc. Et je passe le contentieux en tant que tel. Qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence qu'elle n'était pas soumise au moment, textuellement en tout cas, au moment de son renouvellement, à la moindre contrainte environnementale. Pourquoi? Parce qu'on visait les concessions. Or, il faut savoir qu'en droit minier, vous ne pouvez exploiter qu'en vertu d'une concession, mais il faut ensuite 2 titres miniers le permettant, et notamment le titre d'exploitation
d'exploitation. Et donc l'étude d'impact, qui est l'élément formel, matériel pour l'extraction, se fait à ce moment-là, mais pas au moment de la concession. D'accord ? Et donc il y avait 2 temps. Sauf qu'entre-temps est intervenue la Charte constitutionnelle de l'environnement, que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC qui vient rappeler que, eh bien, l'article 1er, vous vous souvenez, sur l'environnement, le droit de vivre dans un environnement qui ne nuise pas à la santé, et que chacun doit prendre en compte les contraintes environnementales. Enfin, passons tous les détails. Vous avez un grand maître de la charte devant nous, qui vous en dira plus. Le Conseil constitutionnel vient nous dire, il fallait effectivement une étude d'impact qui n'a pas eu lieu, mais elle pouvait pas avoir lieu à l'époque. Puis, c'est un deuxième degré. Oui, elle ne pouvait pas avoir lieu à l'époque. Ils sont pas sérieux. Elle ne pouvait pas avoir lieu à l'époque tout simplement parce qu'elle n'était pas imposée. C'est par rétroaction qu'on leur impose et qu'on justifie le refus qui n'était pas en plus pas motivé. Passons les détails. C'est quelque chose d'assez technique, assez curieux. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant sur ce point, c'est par rapport à la concession. C'est par rapport à la concession parce que la concession ne devient obligé d'une étude d'impact qu'en 2025. C'est-à-dire 6 ans après qu'on les refusait pour des motifs d'environnement. Tout simplement en s'appuyant sur les notions de la directive de 2011, plan et programme en matière d'évaluation environnementale, où une interprétation très très souple du Conseil d'État va considérer que, mais en 2024 seulement, bien après, l'arrêt va considérer que la concession, c'est bien un programme en tant que tel, dans la mesure où ça appelle un certain nombre d'actes d'application pour être mis en œuvre. Un des actes d'application étant ni plus ni moins qu'un titre minier d'exploitation. Et ce n'est qu'au mois d'août de cette année que nous avons eu, en mois d'août, il y a eu beaucoup de choses. Il faut toujours surveiller les textes l'été, soit en matière fiscale, soit en matière environnementale, ou de fonction publique pour ce qui nous concerne. Voilà. Maintenant, vous le savez. Le JO étant livré électroniquement avant 4 heures du matin, ça vous permet ensuite d'avoir profité de votre journée. Passons les détails. Non, tout simplement, c'est que désormais, et ça renforce la contrainte, c'est que depuis ce texte d'août 2025, la concession en tant que telle, alors qu'elle est beaucoup moins invasive, l'acte de concession, ça n'est qu'un acte programmatoire, doit déjà anticiper un certain nombre d'éléments environnementaux qui vont réduire d'autant plus et influencer d'autant plus la délivrance du titre minier ultérieur, lui-même soumis à une étude d'impact dans ce cadre-là. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure qu'on a des restrictions, eh bien les matières qu'on ne peut plus extraire deviennent rares, non plus parce qu'elles sont rares dans le sol, mais elles sont rares en disponibilité. Et la rareté est créée par l'absence de disponibilité et plus l'absence de présence en tant que telle. Et ça, c'est un effet. C'est un effet de l'environnement, avec, si je peux me permettre, notamment en matière de réhabilitation de carrières, quelque chose d'assez étonnant, c'est que l'environnement peut perturber la réhabilitation de carrières, notamment quand vous avez la création de certains espaces qui vont être colonisés par des espèces de rapaces rupestres qui vont se ficher dans les frontailles, ou alors au sol des salamandres, etc., et qui vont interdire ni plus ni moins, espèces protégées, et on donnera un avis très défavorable au CNPN, qui vont interdire la réhabilitation en tant que telle, et on fera le poids entre la sécurité et l'environnement. Mais plus l'exploitation, puisque par définition, on n'est plus en exploitation. Et on voit bien que c'est le renforcement des contraintes environnementales qui va d'un côté imposer à l'exploitant d'améliorer ses techniques, mais d'un autre côté va créer la rareté, parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir accéder à la ressource alors qu'elle existe. Très bien. Donc maintenant, le contentieux. Voilà. Le contentieux, donc d'abord avec Jean-Nicolas Clément qui va nous parler d'une carrière devenue mine de lithium. C'est ça ? C'est ça. C'est toujours ça. C'est un exemple parmi. Ah ben moi aussi, tiens, j'ai celle-là. Voilà un exemple. Et ensuite, on verra la raison impérative d'intérêt public majeur en droit des carrières et en droit minier, l'influence de la RIPM. Et justement, à propos d'une mine de lithium. Par exemple. Alors oui, les carrières, je vous le disais, il y a du contentieux,
c'est un truc maintenant bien ancré, autorisation, contentieux, c'est classique. Il y a des petites particularités là encore parce que dans le contentieux des carrières, qui est pourtant un contentieux d'ICPE, c'est classique, vous allez trouver des points de référence singuliers. Je parlais tout à l'heure des survivances du droit minier dans le droit des carrières. Vous en avez une qui est intéressante, qui est une source de contentieux constante, c'est le fait que, puisqu'il y a cette idée de rareté, cette idée de planification, au sens plus général du terme, très tôt, dans le droit des carrières, on a trouvé des schémas, des plans. Vous avez un document qui s'appelle le schéma départemental des carrières. De même, si vous cherchez un comparatif contentieux ou des référentiels contentieux en matière de carrière, si vous n'en avez pas assez avec la carrière, ça vous n'aurez pas trop de mal, mais pensez aux déchets. C'est exactement le même type d'instrument qu'on trouve, notamment cet instrument planificateur avec des choses toujours amusantes, la prise en compte, la conformité. La conformité, on adore ça. Des enseignants particulièrement vicieux adorent poser ce type de questions. N'est-ce pas, Laurent? Ça marche à tous les coups. C'est très très bien. Et pourquoi je vous parle des déchets aussi? Parce que les carrières ont souvent une seconde vie. Carrière, c'est un vide à la fin. On a creusé. Et vous avez de plus en plus de carrières. Une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait plus faire des petits lacs parce que c'est pas génial pour l'environnement, banalisation des plans d'eau. Bah tiens, peut-être une autre idée, c'est qu'au lieu de faire des stockages de déchets dans des lieux d'abord assez rares, on ne peut pas mettre des déchets n'importe où, certaines pas opacité, qu'on appelle ça, étanchéité du lieu de stockage, bah, le vide carrier peut être, sous certaines conditions, être utilisé comme point d'accueil de stockage de déchets, et c'est en effet mieux, une fois que, si j'ose dire, la nature a été saccagée par la carrière, c'est peut-être bien de réutiliser, c'est une sorte de réemploi, mode d'élimination vertueux, plutôt que d'aller faire un deuxième trou à côté pour y stocker des déchets. Donc vous avez des liens assez forts entre carrière, déchets, des liens historiques, des liens de concept, mais aussi ce fait que la carrière, elle peut avoir une deuxième vie. Elle peut avoir aussi une deuxième vie, en effet, sur des problématiques d'implantation d'espèces protégées. C'est en effet des cas assez fréquents. C'est assez fréquent sur d'ailleurs les sites industriels, bizarrement les plus anciens et les plus pollués. À l'époque où existait encore une raffinerie à Dunkerque, vous aviez un petit bout de Natura 2000 au milieu de la raffinerie. Pourquoi? Parce que la raffinerie avait été bombardée en 42 ou 43, il ne restait plus rien. Les cuves s'étaient vidées et c'était devenu une éponge d'hydrocarbures ou de produits, en tout cas polluants. C'était abandonné parce que déconseillé aux personnes d'aller se promener, et la nature a bizarrement repris ses droits, et vous aviez des espèces protégées. Je vous dis, je ne sais plus si ça a été fait ou s'il en a été question, d'avoir un petit bout de natura au milieu de cet immense espace qu'est la raffinerie de Dunkerque. Et puis, vous avez, mais là c'est pas totalement une deuxième, c'est pas une deuxième vie dans le sens que ce n'est pas la vie qui succède à la mort, c'est la vie qui se transforme. Vous avez des cas amusants d'installations extractives qui deviennent des installations minières. Alors, je veux dire, on a un exemple tout chaud, tout frais, comme vous voulez, sur notre territoire. C'est la mine de lithium qui va être exploitée par Imerys si elle est autorisée, si elle survit au contentieux, parce que ça ne font que commencer, hein, mais il va y en avoir, parce qu'il y aura beaucoup d'autorisations. Cette mine de lithium, son histoire est la suivante.
vous aviez un exploitant carrier qui exploitait une autre matière, le feldspath, puis des matériaux de carrière classiques. Et il avait un résidu, si j'ose dire, un produit dont il ne voulait pas, une substance connexe, si on veut dire les choses comme elles se disent en droit, qui était le lithium. Et lui, pour eux, c'était la plaie. Qu'est-ce qu'on va faire de ce lithium? Ce qui nous intéresse, c'est les matériaux de carrière. Puis, vous connaissez l'histoire. Un jour, on s'est dit qu'on allait faire des voitures électriques, que ces voitures électriques avaient besoin de batterie, et si elles ont besoin de batterie, même si je ne comprends rien à la science, j'ai néanmoins saisi que l'un des matériaux des batteries, c'était le lithium. Et ce qui était le mauvais produit, ce qui était la substance connexe, encore une fois, ça nous donne quand même la valeur de la chose. La substance connexe, on vous dit, ouais, vous êtes autorisé à exploiter du perlimpinpin, et puis une fois qu'il n'y a plus de perlimpinpin, bon, il y a un autre produit, alors ça n'a pas beaucoup de valeur, mais exploitez-le. En gros, c'est ça la logique du texte. Et là, l'histoire, l'économie, le progrès scientifique, les besoins de l'environnement et la lutte contre l'économie carbonée fait que le lithium a retrouvé, si j'ose dire, de la superbe. Et ma carrière, va devenir une mine, moyennant, bien évidemment, des activités industrielles qui vont d'abord se chevaucher, puis se succéder, et techniquement, ça se fait pas en un tour de main, mais nous sommes des juristes, et le droit est assez intéressant, parce que passer de la carrière à la mine, bien sûr, vous avez une autorisation, vous avez un titre administratif, youpi, c'est génial. Enfin, c'est pas, même s'il y a des rapprochements, et on en parlera peut-être, le droit minier se rapproche du droit des ICPE, comme beaucoup de choses, comme c'est le cas du nucléaire. Il y a cette idée que on a un régime, une police administrative industrielle de base qui a fait ses preuves, qui est le droit des ICPE. Or, peu à peu, par contamination, il y a des rapprochements. Le droit minier, la réforme du droit minier, a beaucoup profité, on va dire comme ça, de l'expérience ICPE, mais elle garde bien évidemment ses spécificités. Donc, le passage de l'un à l'autre, ça ne va pas être totalement évident, même si cela se fait. Et bien évidemment, vous allez avoir là des contentieux qui vont se succéder, puisque on va fermer une partie de la carrière. C'est bien de fermer une installation classée. Enfin, mécanisme de base de la cessation d'activité, c'est que vous n'avez plus le droit de faire. Puis surtout, vous allez devoir en remettre en état. Et remettre en état, c'est très souvent un encadrement administratif nouveau. Vous allez avoir un arrêté. Vous avez prévu de faire ça, on va vous demander de faire plus. Vous allez avoir une concession, le dossier vient d'être déposé. Cette concession sera probablement l'objet de contentieux. Philippe nous en parlait, l'une des grandes singularités de la mine, à ma connaissance, elle ne partage ça qu'avec le droit nucléaire, c'est que vous avez d'abord un titre. Alors, la mine, c'est encore plus particulier parce que c'est la richesse nationale, d'où cette notion de concession. Et vous avez un premier titre qui va donner le droit d'exploiter. Vous allez pouvoir devenir l'exploitant. l'ICPE, vous allez me dire, le titre aussi, il nous donne le droit d'exploiter. Mais il y a une grande différence entre la mine, le nucléaire, l'ICPE, c'est que vous avez besoin d'un deuxième titre qui va vous fixer les conditions dans lesquelles vous devez exploiter et cesser votre activité, remettre en état, sachant qu'à la sortie, l'administration peut repasser, je pense parler du nucléaire. Le nucléaire, lorsqu'on arrête une centrale nucléaire, vous devez avoir une nouvelle autorisation qui vaut dans son obtention à peu près les mêmes caractéristiques que la première, ce qui est logique parce que le nucléaire a des conséquences très spécifiques. On va enterrer la cuve dans le sol. Enfin bon, ça a l'air extraordinairement complexe et là aussi, il faut même un troisième titre. Tout ça pour dire que les contentieux ne vont
pas manquer, et que la mine qui est généralement, je laisse de côté la montagne d'or, qui, des tas de raisons, est une sorte de nid à contentieux, enfin, on voit d'ailleurs les raisons. Pareil, Celle-Signe, la mine d'or en France, c'était un nid à contentieux. Mais à côté des carrières, les mines paraissaient un monde assez calme au plan du contentieux. Là, quand vous avez des successions, vous avez de la complexité. S'il y a de la complexité, vous avez du contentieux. Et c'est encore plus quand les matériaux qui sont extraits sont porteurs à la fois d'avenir, mais aussi d'un certain nombre de contaminations. Donc il y a une vie. Le contentieux traduit la vie des carrières, en ce compris leur passage sous le régime minier. La RIPM. Parce que quand on parle de contentieux, quand même d'environnement, on parle beaucoup de RIPM. Et que nous allons donc étudier maintenant en comparant dans chacun des contentieux mines et carrières, hein, si c'est bien ce que tu as prévu. Alors, j'ai pas prévu d'étudier, RIPM. et j'ai pas prévu de comparer, mais de parler de toute autre chose. Non, je plaisante. Je vais quand même en parler, mais un peu autrement que ce qui est souhaité. C'est le deuxième degré, effectivement. Mais il manque un troisième. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, l'intérêt qu'on voit ici, alors la raison impérative d'intérêt public majeur, si ça ne vous dit rien, c'est une des trois conditions qui permet au titre de l'article 411-2 du Code de l'environnement d'obtenir une dérogation au titre des espèces protégées. C'est issu de la Convention de Berne 1979, repris à la sauce 1992 de la directive Habitat, et c'est dans cet article désormais, mais qui fixe en réalité trois conditions, et on va voir que c'est trois véritables conditions qui sont indispensables et qui vont permettre justement de faire un cas à part de la RIPM. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir la dérogation, il faut une raison impérative d'intérêt public majeur, c'est-à-dire une raison qui va, c'est un peu comme une pesée globale des intérêts, comme on dit en droit helvétique, ou la balance coût-avantage, comme vous connaissez en France depuis un certain arrêt Ville-Nouvelle-Est. Merci de vous en souvenir. Et qui fait cette pesée globale entre l'atteinte à l'environnement et l'intérêt qu'il peut y avoir à l'exploitation, que ce soit un intérêt social, un intérêt économique, etc., etc. Et on fait une pesée globale. Mais il faut également deux autres considérations. Il faut que la dérogation, c'est-à-dire l'autorisation notamment soit de destruction, si on est dans un habitat, une station de végétal, par exemple, ou de déplacement de l'espèce, ou etc., ça ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce. Avec les dernières jurisprudences de l'Union européenne qui sont extrêmement intéressantes et surtout très restrictives de ce qu'on appelle atteinte en l'état de conservation favorable, ne serait-ce déjà que s'il n'y a plus qu'un seul individu, c'était à propos d'un loup, tiens, dans ce cadre-là, puis il y en a plusieurs autres, notamment quand la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne, ça a changé totalement la configuration de savoir si les quelques nounours qu'il y avait dans les Pyrénées étaient dans un état de conservation favorable quand on en rajoute 5000 en Roumanie. Voilà, tout simplement, et ça rebalance, et donc ça va dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment un peu assez aléatoire, et vous comprenez que le caractère aléatoire, les industriels n'aiment pas, ça crée une insécurité juridique, de la même façon qu'il faut que les populations concernées soient dans cet état, dans leur aire de répartition naturelle. Et donc plus on l'élargit, plus ça donne du champ d'appréciation. Or, on a eu, et c'est pour ça que c'est essentiellement sur la raison impérative d'intérêt public majeur que le législateur est intervenu, on a eu à plusieurs reprises 2 salves de réglementation qui sont venues reconnaître comme étant, par détermination de la loi, des raisons impératives d'intérêt public majeur en matière d'énergie renouvelable et nucléaire, ce qui est assez surprenant, mais nucléaire, et dans le dernier cadre, la loi Industrie verte. La loi, donc, Industrie verte, qui va justement donner lieu à un décret qui va considérer que l'exploitation de cette fameuse mine de lithium est considérée comme étant raison impérative d'intérêt public majeur, validée par le Conseil constitutionnel pour une raison très simple, c'est que le fait de reconnaître la RIPM ne satisfait pas toutes les conditions, qu'il y en a encore 2 autres à satisfaire, et donc il y a encore des portes pour en sortir. C'est un peu, dans le raisonnement, un peu curieux, mais bon, admettons.
Ça rappelle l'arrêt Katekitsch de Lagrange, si vous voulez, de la CEDH, qui va nous dire qu'effectivement, lorsque vous avez une servitude d'urbanisme qui ne fait pas l'objet d'une indemnisation par nature, eh bien, dans la mesure où le législateur a prévu 2 portes de sortie, alors c'est légal. Mais quand on lit l'application de droit français, derrière les portes de sortie, il y a des murs. Mais il suffit qu'il y ait les portes et c'est considéré comme valide. On est exactement dans le même style de raisonnement, si vous voulez. Je ferme ma petite parenthèse. Or, cette raison impérative d'intérêt public majeur était extrêmement contraignante en matière d'exploitation et de carrière et de mines. Alors, moins de mines, parce qu'effectivement, il y a moins de contentieux, parce qu'il y a moins d'ouverture de mines. Les rares contentieux qu'on a eus ces dernières années, c'était essentiellement l'hydrofracturation et les hydrocarbures. Mais pour le reste, on allait plutôt le chercher ailleurs, ce qu'on ne cherchait pas sur le territoire français. Et c'est quand on s'est rendu compte que ce qui était rare était très cher, et encore plus cher si c'était à l'étranger, on se dit, on va le faire très cher chez nous, ça sera moins cher que le très très cher. Je résume. Sauf que les investissements pour cela, et qui sont notamment des investissements parfois à perte, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va, on sait ce qu'on cherche, mais on ne sait pas ce qu'on va effectivement trouver. Au passage, c'est une des raisons qui fait notamment que lorsque vous avez un inventeur, c'est-à-dire celui qui découvre un gisement minier auquel le gisement n'est pas attribué, eh bien, il a droit à l'indemnisation de ses découvertes par l'attributaire du titre minier qui va pouvoir l'exploiter, mais uniquement ce qu'il a permis de déterminer le profil du gisement, etc. Mais ce qui montre bien qu'il y a un certain coût dans ce cadre-là, et qui fait que les industriels sont assez frileux par rapport à ces contraintes environnementales. Or, en l'occurrence, vous avez eu à plusieurs reprises des carrières qui pourtant paraissaient au titre de la création d'emplois, la création de richesses. Oui, mais elle n'était pas assez située par rapport à des manques à l'échelon européen de certains types de matériaux. Eh ben, c'est pas une raison impérative d'intérêt public majeur comme telle. Vous avez un arrêt, notamment, j'en ai pris un donc en matière de carrière puisque cela m'était demandé, où le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 décembre 2021, va considérer que la Cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en refusant la raison impérative d'intérêt public majeur d'une carrière, tout simplement parce qu'il y avait un accroissement de la pollution. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que d'autres gisements comparables n'existeraient pas dans la région pour répondre à la demande, ni que la filière locale d'extraction et de transformation serait menacée en raison d'un approvisionnement extérieur. Donc, on a des contraintes extrêmement fortes. Et pour éviter justement ce caractère très aléatoire, donc atteinte à une, entre guillemets, sécurité juridique des investissements, eh bien, le législateur crée cette raison impérative d'intérêt public majeur. Et le Conseil d'État s'est prononcé justement à propos concernant la mine de lithium dans un arrêt. Alors là, n'est plus d'excuse, c'était plus pendant l'été, c'était après la rentrée. Arrêt du 30 septembre 2025, association Préservons la forêt des Colettes et autres, où le Conseil d'État va considérer que, comme ça visait à produire environ 34 000 tonnes de ce minerai pendant 25 ans, ça permettait de réduire les importations des pays tiers, de développer la fabrication des batteries électriques, et que ça figurait en plus parmi les projets stratégiques retenus par l'Union européenne dans le cas des matières critiques, eh bien, il considère que le Premier ministre pouvait valablement considérer que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur, rappelant ensuite, mais ça rappelle un peu les termes de la loi Duplomb, dans certains cadres, ce projet contribue significativement à la souveraineté industrielle de la France, aux stratégies de transition écologique et répond donc à cette raison impérative d'intérêt public majeur et de façon plus indirecte, environnementale. Et là, on réinvestit l'environnement, là où au contraire, on l'atteint. C'est assez curieux comme démarche. D'autant plus que, ne le répétez pas, mes petits camarades du CNPN, parce qu'ils vont tomber dessus, ça n'est que pour des raisons d'espèces protégées. Ça ne vise pas tous les aspects environnementaux, cette raison impérative d'intérêt public majeur. Il y a encore tout le reste. Donc ça n'est, j'allais dire, qu'un épiphénomène, mais c'est une réponse qui est susceptible de satisfaire les industriels. Alors ça a bien mobilisé les associations contre à la fois le projet. Si vous lisez souvent vous savez, tous les décrets Grenelle qui concernent des aspects environnementaux dès lors que c'est réglementaire, vous avez une consultation publique. Consulter de temps en temps, c'est extrêmement intéressant de voir la façon dont les avis s'expriment contre ces différents éléments, et qui disaient qu'on n'allait pas sacrifier quelques espèces protégées contre ces intérêts-là. Effectivement, mais là, on a eu la balance
qui a fonctionné dans l'autre sens, alors que jusqu'à présent, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Hein. Ce que le Conseil d'État défait, le législateur le refait, et peut-être le Conseil constitutionnel le confirme, et il faudra qu'il y ait du droit de l'Union qui va... Enfin bref, on est dans un champ permanent dans ce cadre-là. Un curieux écosystème, finalement. Avec des choses qui sont ultra intéressantes, Ouais, à savoir comment le contrôle du juge se déplace. Le contrôle fait énormément porté sur la RIPM, continue de porter sur la RIPM avec des débats palpitants. Est-ce que la DUP vaut RIPM? Est-ce que le contrôle doit être un contrôle de bilan? On parlait de balance. Enfin, il y a des choses passionnantes. L'UTA, la CA de Toulouse, sur la 69, on a tout connu là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le juge, pour, je ne dis pas contrer, mais pour balancer le fait que la RIPM étant dans certains cas acquise, va s'intéresser aux deux autres critères que m'a rappelé Philippe Billet, à savoir, il faut prouver qu'on ne peut pas faire autrement, comme ça, une solution alternative, et puis le maintien des espèces dans un état de conservation. Et le juge s'intéresse à ces deux critères. On disait, il regarde que la RIPM, le reste, ça l'intéresse beaucoup moins. Dans la mesure où la RIPM, le contentieux semble quand même un peu maintenant se stabiliser, on est sur sa phase descendante, et où le législateur et l'autorité réglementaire sont venus condenser avec des sortes de prescriptions de RIPM, le Conseil constitutionnel, Philippe nous l'a rappelé, a tendu la perche, on dira, ah bah oui, c'est très bien, puisque il y a deux autres critères. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd sein des juridictions administratives, puisqu'on découvre maintenant ces deux autres critères. Comme ça va bon. Mais si je peux me permettre de rajouter juste un détail. Si vous aimez les élucubrations industrielles, rien qu'avec cet arrêt, c'est extrêmement intéressant parce que vous vous trouvez confronté à trois qualifications différentes. Il y a l'intérêt national public majeur, vous avez l'intérêt public majeur et vous avez la déclaration d'utilité publique. Et on vient nous dire que ce n'est pas la même chose et que ce ne sont pas les mêmes critères. Olivier Fuchs. Ouais, exactement. Public. Voilà. Et donc, si vous avez envie un jour de réfléchir et de revoir ce qu'est l'utilité publique, on a totalement dépassé ce stade-là. Très bien, merci beaucoup pour ces échanges très denses et qui ont vraiment eu le mérite d'articuler la problématique du sous-sol et de la rareté, illustrée en droit. Là, je crois que nous avons atteint l'objectif à la perfection. Merci beaucoup. Et puisque j'ai le micro, c'est moi qui vais poser la première question, mais commencez à réfléchir à vos questions. Est-ce que c'est vraiment le juge qui s'en empare ou est-ce que les avocats ont peut-être un peu plus aiguillé leur conclusion sur ces deux motifs compte tenu du fait que... Bien évidemment, il comprend par sa saisine et il est en revanche un peu bridé par le droit, alors que quand on est avocat, on peut dire n'importe quoi, mais on peut lancer des coups, parfois ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les juges sont plus sensibles à des conclusions identiques ou est-ce que c'est les conclusions qui ont elles-mêmes évolué? Les conclusions argumentées. Dans les deux sens. Ce qu'on écrit aujourd'hui sur la RIPM, on n'a rien à voir avec ce que vous pouvez le piso. C'est pas parce qu'on a changé d'avis, mais c'est parce que avant il y avait quelques aspects qui intéressaient, qui brillaient. Enfin, maintenant c'est une boule à facettes, donc il y a plein de choses. Oui, puis il y a aussi le fait que comme la RIPM, c'est un concept d'abord du droit de l'Union. Ça permet de se servir de tous les arrêts de la Cour de justice et des conclusions parce qu'on lit jamais les conclusions des avocats généraux. Et c'est passionnant parce qu'ils vont beaucoup plus loin que ce qu'analyse la Cour déjà. Donc c'est un premier élément dans un contentieux. C'est vraiment tous ces éléments extra français, enfin s'il y a du droit de l'Union, mais champ extra français qui permet d'avoir donc la position de la Cour de justice. Et il y a aussi autre chose dont il faut tenir compte et on voit nous au CNPN on a adopté ces stratégies-là.
Vous ne le notez pas, vous n'enregistrez pas. Je vous donne simplement les éléments. Comme on sait grosso modo Non, mais on sait grosso modo que nos avis en matière d'espaces protégés sont suivis à 95%. Lorsqu'on est en matière d'espèces protégées, ils sont suivis à 40%. Certains préfets disant, ça vient du CNPN, on sait ce que ça va être, on n'écoute pas. Donc maintenant, ce qu'on fait pour qu'on s'en serve, eh bien, on les rédige avec des arguments tels que ça va servir aux associations pour se servir de l'argumentaire scientifique pour attaquer et gagner. C'est-à-dire qu'on va obtenir par un autre biais ce qu'on n'a pas pu obtenir par la raison. C'est absolument incroyable. Et sur les RIPM, on en a eu des... On défend des industriels. On prend les avis de l'AE, les avis du CNPN, on sait ce qui va se passer. Et c'est bien. C'est intéressant. Ça s'appelle le billard à trois bandes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui. C'est comme ça qu'on a gagné le baril. L'annulation récente de Ahurissant. Le préfet qui dit il était entièrement exécuté, il peut plus annuler. Si. C'est excellent, ça. Très beaucoup. Bonsoir. Déjà, merci pour vos interventions respectives. Ma question s'adresse à vous trois, mais plus précisément à vous, maître Jean-Nicolas Clément, pardon. Vous représentiez, enfin, votre cabinet représentait la société Imeris dans le contentieux que vous avez évoqué justement, et je m'interrogeais sur la possibilité de voir une espèce de perspective, pas une perspective de long terme, mais une ligne jurisprudentielle. Est-ce qu'il y avait une ligne jurisprudentielle du Conseil qui pouvait se dégager, ou pas, parce que je vais faire une confidence, que lorsque les conseils constitutionnels s'est prononcé, ça a une vraie difficulté, au sein du cabinet, au sein de l'entreprise, c'est la question était débattue. Quand vous êtes avocat, vous essayez que le droit vous amuse, vous imaginez, vous mettez en demande, en défense, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Là, on n'était pas d'une sérénité absolue. Le débat est intéressant. Et le Conseil constitutionnel n'a pas répondu, il n'a peut-être pas saisi il n'a pas voulu se saisir de toutes les potentialités du débat, ce qui lui arrive de temps à autre. Parce que quand alors, je suis pas, juste une pression, moi je suis pas l'avocat d'Imeris, je connais très bien le dossier, là, je les ai défendus, et d'ailleurs c'est pas moi qui plaidais, parce qu'on était devant le Conseil d'État au départ, mais bon, on va dire que je connais bien le dossier. Mais là, le prochain contentieux, c'est un autre cabinet qui s'en occupe. Là, on commence à avoir les premières autorisations qui sortent avec ce qu'elles ont, bien évidemment, d'aventure contentieux. Mais ce débat sur la RIPM, encore une fois, est plein. Quand je vous dis c'est une boule à facettes juridique, ça brille de partout. Vous avez plein de questions. On en retrouve l'origine européenne, ce qui renourrit le débat. C'est intéressant. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà. C'est bien, je baisse la ceinture. C'est bon. Parce que c'est vrai. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc nous, on n'est pas en droit de l'environnement, on est plus des européanistes. On fait du droit européen. Vous pensez pas que tout ce qu'on est en train de voir actuellement en termes de contentieux, c'est vraiment dû au fait qu'il y a eu une intervention européenne dans cet objectif de double transition, mais vous pensez pas que les objectifs de l'Union européenne en matière de revalorisation industrielle minière en France, se font malheureusement au détriment des considérations environnementales? Alors, il y a juste déjà un tout petit premier problème, c'est que l'Union européenne n'a pas la compétence minière. Elle ne l'a que sur les questions de stockage et autres. Donc, parce que les États sont souverains sur leurs ressources.
Ils sont déjà très frileux sur le sol, qui n'est pas non plus une compétence de l'Union, sauf quelques rares éléments qui étaient liés à Seveso. Mais pour le reste, il n'y a pas la compétence. Donc l'Union européenne essaie de jouer à la périphérie. Il y a un autre cas dans lequel elle a réussi à jouer sur le sous-sol, c'est avec l'enfouissement du CO2 en disant que ce n'est pas un déchet, qu'on ne va pas faire une décharge, etc. Mais sorti de là, il n'y a rien. Il y aurait peut-être éventuellement un texte qui pourrait sortir sur l'exploitation, la gestion post-minière des catastrophes, parce que vous avez des effondrements qui peuvent survenir, etc., pour responsabiliser les États et autres. Mais au-delà de ça, c'est difficile de répondre si on s'en tient à nos matières. Elle n'a pas de compétences. Donc ça règle la question. C'est quand même... Je vous laisse faire ça. Oui, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Donc ma question est un peu en lien avec la dernière question, en particulier de l'effet de la nouvelle loi européenne sur les matières premières critiques. Et je me demandais, et ensuite l'expansion prévue de l'extraction nationale, je me demandais si vous pensez que cette nouvelle loi pourrait aider avec le problème de la rareté construite que vous en avez parlé. Et peut-être la réponse est non, mais que risque cette nouvelle pression ou promesse d'extraction? Qui veut la patate chaude? Je me lance, mais j'aurai mon joker dans la salle. Oui, non. Vous avez raison sur ce point, parce qu'à partir du moment où vous avez une communauté complète qui s'agrège autour de cet objet-là, tout simplement pour des raisons d'indépendance économique aussi, mais globale, avec les 27 États, forcément que ça va changer un peu les équilibres, et notamment il va falloir se réinterroger, puisque jusqu'à présent on ne l'avait pas cette question, sur comment on oppose extraction minière et environnement. Quand vous regardez la directive plan-programme et la directive travaux, etc., les deux directives travaux, etc., cherchez l'extraction minière, etc., vous n'avez pas grand-chose. Vous n'avez pas grand-chose. Donc et moi je m'étais interrogé sur d'autres aspects que ceux qu'on a évoqués là. Il n'y a rien. Or là, désormais, comme ça devient une compétence de l'Union et qu'il faut quand même équilibrer d'un côté l'environnement et de l'autre l'indépendance. J'ose pas parler de souveraineté européenne, mais l'indépendance européenne dans ce cadre-là, forcément quelqu'un va en pâtir ou un objet va en pâtir. À mon avis, ça sera l'environnement. Non, mais ça sera l'environnement. Non, mais on le voit bien sur tous les tours de passe-passe. Pardon, je ne devrais pas dire ça comme ça. Les tours de passe-passe juridiques qu'on voit. On avait une superbe réglementation sur les déchets, avec des très forts contrôles sur tous les matériaux d'extraction. D'accord? Et qui, à partir du moment où vous avez le Grand Paris, à partir du moment où vous avez le CERN qui commence à réfléchir à son 3e collisionneur particules, 100 km souterrain avec des millions de mètres cubes, qui sont juridiquement des déchets, même si ce sont des matériaux inertes, d'accord, qui font l'objet d'un traitement à part. Eh bien, on a créé de toutes pièces, grâce à la réglementation 2008-98 sur les déchets, eh bien, la sortie du statut. Mais l'objet, il n'a pas changé. On l'a juste déqualifié pour le requalifier. On a fait un tour de passe-passe juridique. Comme le loup qui est passé du très vulnérable à moins vulnérable. Voilà. Vous voyez, et donc on... Voilà, et justement, pour essayer de rééquilibrer un certain nombre d'intérêts, alors après, il faudra voir dans quelle mesure, bien sûr, mais s'il s'agit de faciliter effectivement les jeux sur ces matériaux critiques, eh ben, il y a forcément quelque chose, c'est comme un déséquilibre dans la nature. Vous introduisez un nouvel élément qui crée un déséquilibre, après il y a un équilibre qui se crée, mais c'est plus l'équilibre d'avant. Et on va aboutir à ça forcément. Alors il y aura du contentieux, etc., mais voilà. Enfin, c'est pour le moment mon sentiment. Hein. Smart test, love test. Merci.
Bonsoir, merci beaucoup pour pour tout ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup intéressé. Moi, je voulais revenir sur l'arrêt du Conseil d'État de 2024 que vous avez pu citer, Monsieur Philippe Billet, sur Gaz Limited, par rapport au fait que l'autorisation, la délivrance du titre minier pouvait être refusée par l'administration au titre d'un motif d'intérêt général. Il a pu être dit dans la doctrine après ça que le motif implicite en fait de l'administration de refuser ce titre minier était en vérité un motif de souveraineté énergétique pour pouvoir garder la main sur ses ressources. Je voulais savoir, pas votre avis, mais si vous partagez cette lecture de l'arrêt, parce que j'ai trouvé ça un peu pas avant-gardiste, mais voilà, je sais pas. Vous aviez suivi des études primaires. Vous savez qu'on fait dire beaucoup de choses aux poètes qui n'ont pas pensé. On peut faire la même chose avec la jurisprudence, à un stade un peu plus... voilà. Alors, plus sérieusement. Mais cela dit, je suis très sérieux quand je dis ça également, hein. Il y a des tas de choses auxquelles la jurisprudence n'a pas pensé, ou le juge, ou quand vous lisez les conclusions, n'ont absolument pas pensé, et c'est les interprétations, parce qu'on les remet dans un contexte, et puis il y a différents, on va dire, ce qu'on appelle l'air du temps, si vous voulez, qui va permettre de justifier quelque chose. Effectivement, l'État ne pourra jamais dire, et le juge ne pourra jamais dire, c'est illégal parce que ça viole la souveraineté française. C'est pas un motif de droit dans l'attribution d'un titre minier. Donc, on va aller chercher autre chose. Or, ça tombe bien, le climat est dans l'air du temps, les changements climatiques. Et il y a déjà un certain nombre d'exemples qui sont donnés. On va reprocher à la France, la CEDH, on va reprocher à la France, la Suisse, etc., de ne pas respecter les objectifs de l'accord de Paris. Donc, les objectifs de l'accord de Paris deviennent un motif. Et donc, on voit bien le Conseil d'État, il a dit objectif d'intérêt général et après motif d'intérêt général. Il a déclassé le niveau en tant que tel, et à mon avis, le motif est beaucoup plus intéressant, parce que si c'était un objectif, on pourrait le contrarier en démontrant que ça ne contrarierait pas l'objectif, alors que quand c'est un simple motif, c'est un élément parmi d'autres, et donc il est beaucoup plus difficile à critiquer dans son démontage qu'un objectif en tant que tel. Enfin, en tout cas, c'est l'avis que j'en ai comme les objectifs constitutionnels, quoi. Vous voyez, c'est un peu dans le même aspect. Vous voyez, ça appelle une moindre possibilité de critique de ce point de vue-là. Après, je trouve ça extrêmement intéressant. On est exactement dans le sens de l'avis du tribunal international de la mer lorsqu'il est venu torturer complètement le droit du climat et la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer pour nous dire qu'effectivement une pollution atmosphérique peut se traduire par une pollution marine, et donc ça relève du droit de la mer. Et les États en deviennent responsables. Vous voyez ? Alors que, entre nous, vous aviez ce raisonnement-là il y a 10 ans, tout le monde vous aurait ri au nez, même la Cour, même le tribunal. Ça n'aurait pas été défendable. D'accord ? Mais comme cet élément est devenu, on va dire, une espèce de vouloir vivre commun international, d'accord ? Et que tous les États font leurs efforts de leur côté pour satisfaire, ça c'est très bien d'écrire aussi dans les comptes rendus au secrétariat permanent, de dire, voyez ce que la France a fait, et l'utiliser maintenant l'argument du climat pour éviter certaines... Finalement, il n'y a pas que cet aspect de souveraineté, il y a aussi, je satisfais mes objectifs, regardez. Je pense je pense que c'est plurifactoriel, cet élément. Comme le disait Jean-Nicolas, c'est un peu la boule à facettes, quoi. Et c'est un peu il amorça ce quart de tour qui allait changer la face du monde. Vous vous souvenez, le Saint-Exupéry dans le désert, et il tourne la tête et il voit autre chose. Il suffit, vous tournez un peu et vous ne changez pas l'objet, mais vous changez le regard sur l'objet. Vous voyez ? Et ça permet d'avoir d'autres angles d'attaque. Ça peut être extrêmement intéressant comme approche. L'intérêt des suprêmes. Vous faites ça au théâtre de Nancy, ça marche moins. Soit c'est son poète. Donc tous les jours. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les étudiants avant que je passe la parole aux collègues ?
Alors, chers collègues. Merci beaucoup. Ça, on savait pas. Alors, vous n'avez rien entendu encore. Merci, c'était absolument passionnant et extrêmement compréhensible aussi pour des non-juristes, dont je suis, parce que je suis politiste. Et je vais avoir une question dont j'ai bien conscience qu'il faudrait plutôt que je la pose à un sociologue qui travaillerait sur vos thématiques. Donc du coup, voilà, je vous demande d'y répondre à travers le regard que vous pouvez avoir ou les traces que vous pouvez avoir du rôle des inspecteurs notamment dans la jurisprudence ou peut-être dans les auditions que auxquelles vous pouvez participer ou dans les textes. En fait, je m'interroge et je suis pas du tout une spécialiste de ces sujets, donc c'est vraiment en tant que néophyte, mais sur la place, le regard et aussi la pratique qu'ont les inspecteurs à la fois du corps des mines, mais aussi des installations classées. Parce que j'ai un petit peu vérifié, je connais vraiment pas très bien ces questions-là, mais voilà, c'est aussi des choses qui m'intéressent. Il me semble que les inspecteurs des mines sont plutôt des ingénieurs de formation, voilà, de la haute administration, mais voilà, qui ont passé les concours, mais qui sont quand même qui relèvent plutôt du ministère de l'économie, des finances, de l'industrie, alors que les inspecteurs des installations classées sont aussi des ingénieurs, mais qui se relèvent plutôt de la tutelle du ministère de l'Environnement. Voilà. Et donc je voulais savoir, est-ce que vous sentez une inflexion entre les deux? Ou est-ce qu'il y a une dimension générationnelle qui fait que les uns commencent à être davantage formés aux problématiques environnementales? Parce que c'est ce qui ressort sur le site du ministère, hein, que ce sont aussi des inspecteurs qui font de la police de l'environnement pour les installations classées. Donc voilà, est-ce que je voulais savoir, de votre point de vue de juriste évidemment, comment vous voyez le rôle de ces acteurs publics, puisque ce sont des hauts fonctionnaires. Et j'en profite juste, pour pas reprendre le micro après, pour faire une annonce qui n'a absolument rien à voir avec ma question. Non, c'est une annonce, tu vois, j'avais qu'une question ce soir. Mais j'en profite pour rebondir sur l'exemple que vous évoquiez de la réouverture de la mine de lithium, enfin, de la conversion de la mine de lithium dans l'Allier, parce que ça va précisément être le thème de notre dernière séance dans 15 jours. On va avoir la projection d'un documentaire, et auquel vous êtes absolument conviés d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai toujours la dernière séance sur la contestation en tant que politiste, qui sera sur la contestation justement des réouvertures de projets miniers. Et on aura donc la projection d'un documentaire qui a été réalisé par une anthropologue qui est Violeta Ramirez, qui a justement travaillé sur la réouverture de la mine des Chassières, et donc il va nous présenter son documentaire qui s'appelle Transition sous tension. Elle travaille beaucoup aujourd'hui dans le cadre d'un postdoc sur l'usage du lithium dans les batteries des voitures. Et la projection, donc elle sera présente, elle vous présentera son documentaire avant de le diffuser, et elle sera discutée par une collègue qui est franco-iranienne, qui est en poste à l'université de Bristol au Royaume-Uni, qui est en géographie humaine, et qui elle a beaucoup travaillé sur les projets miniers, alors du point de vue évidemment de la sociologie de terrain au Tadjikistan, parce que là il y a évidemment des considérations environnementales, mais aussi beaucoup des considérations liées aux droits des travailleurs et des travailleuses, puisque non seulement il y a des mineurs, mais il y a beaucoup de mineuses et beaucoup d'enfants encore qui sont utilisés dans les mines en Asie centrale. Voilà, donc je pense que ce sera une belle séance. Et la date ? 4 février, à 17h. Alors attention, c'est à 17h, comme le documentaire dure une cinquantaine de minutes, pour vous éviter de rester là jusqu'à 20h. Je sais que vous aimez être en VDL le mercredi soir, mais voilà, on s'est dit que 17h, ce serait plus raisonnable comme début de séance. Voilà, pardon pour la petite publicité. Vous êtes exceptionnel. Merci. Cette publicité subliminale montre que vous êtes politiste, on a oublié la question. Alors, non, simplement pour rire. Non, c'est pour les étudiants, clin d'œil entre juristes et politistes, entre le bois brut et le vernis de surface. Vous voyez le truc un peu... Non, je plaisante. Alors, pour répondre plus sérieusement à votre question, en fait, je pense que la distinction qu'il y a entre les deux commence simplement à s'effacer, parce qu'elle est très lointaine. 1810, vous avez 2 textes. Le texte sur les manufactures qui répandent des odeurs incommodées insalubres qui vont devenir les installations classées, et 1810, le droit minier. Aucun des deux n'est dans le même sac. Pourquoi ? Parce que vous avez 2 grands corps d'État qu'il faut bien occuper, notamment le corps des mines, et qui, lui, veut vraiment rester dans ce truc qui est créateur de richesse nationale. C'est grâce aux mines, notamment, qu'on a relevé la France, qu'on a donné son indépendance à la France,
qu'on a permis à la France de gagner un certain nombre de victoires, etc., parce que c'est elle qui fournissait toute l'énergie, les métaux et les poudres, etc., qui permettaient de lutter contre l'ennemi qui l'envahissait, etc. Et culturellement, on a commencé à parler de voisinage d'environnement dès 1810, ça s'est renforcé en 2019 et en 1976. L'environnement n'a véritablement rentré dans le code minier qu'en 1956, lorsqu'on a eu le code minier, mais ce n'était pas l'environnement au démarrage, c'était l'environnement à la cessation, ce qui n'est pas la même chose. Et ensuite, il est véritablement rentré dans le droit minier à partir de 2011, à la suite de certains rapports, etc. Et véritablement, maintenant, il y a à peu près 150 ans d'écart intellectuel qui les sépare. Bon, il y a déjà les conflits de corps qui sont évidents. Enfin, moi, j'ai été auditionné à plusieurs reprises sur les différentes évolutions des textes miniers, etc. Et on avait cette question qui revenait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des mines, des installations classées, le même régime? Il disait surtout pas malheureux, parce que les deux corps sont irréconciliables. Déjà, ils n'ont pas les mêmes salaires. Pardon. Non, mais il y a des réalités dont il faut tenir compte. Et je pense que c'est un élément, extrêmement culturel, et d'autant que les mines ont toujours été exploitées sans aucune préoccupation d'environnement. Les seuls qu'on avait, c'était de ne pas perturber l'autre exploitation minière. Et la propriété de surface, on avait parfaitement réglé. Il y a des superbes thèses là-dessus de fin du 18e, début du 19e, sur comment on va régler les contentieux avec les propriétaires de surface quand il y a des effondrements. C'était réglé. Vous voyez, et je pense que c'est une acculturation qui commence à venir, mais c'est extrêmement compliqué. Surtout que les corps des mines actuels, les dernières générations, se sont préoccupés jusqu'à présent de fermeture, pas d'ouverture. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Moi, j'ai fait ma thèse, une partie sur le sous-sol. C'est la protection du sous-sol en droit français, 94. On me demande d'aller donner un cours à Montpellier de droit minier. J'ai commencé mon cours en disant aux étudiants, je vais vous faire un cours d'histoire du droit, parce que le même jour, il y avait la fermeture du carreau Mattessin à Grenoble. Voilà. Et donc, on n'était plus que les ingénieurs des mines ne travaillaient plus finalement, sauf à l'étranger, que sur la fermeture et comment on gère là ce qu'on appelle l'après-mine. Voilà. C'est tout. Voilà. Et donc, l'environnement, c'était plus dans un environnement de réparation, d'accord, qu'un environnement de risque d'atteinte. Donc, il n'y a pas de la formation qu'il faut non plus. Il n'y a pas non plus il y a pas non plus. Alors, ce qui a permis, dans une certaine mesure, de relancer l'intérêt du corps des mines sur les aspects environnementaux, c'est l'enfouissement des déchets radioactifs, parce qu'on fait la même chose. On creuse et on enlève de la matière. Et on doit gérer l'après. Il n'y a qu'un seul. Oui, il n'y a qu'un seul site pour le moment. Mais enfin, vous voyez, et je pense que c'est d'abord un problème. C'est un problème qui reste d'abord, de mon point de vue, éminemment culturel. Oui, ça c'est clair. Ce n'est pas le même monde. Il y a quand même une porosité qu'on constate et un transfert lié au phénomène dont parlait Philippe, qui fait en effet l'expérience. Quand on faisait, entre guillemets, du minier dans un cabinet d'avocats, on faisait de la fermeture, on faisait de l'après-mine, et il y avait un truc extraordinaire, c'est l'extraction en mer de granulats marins, parce que ça, on faisait du minier, on était tout contents, et ça n'occupait pas à plein temps. Pareil pour les ingénieurs des mines. Alors, les ingénieurs des mines ont compris que le sens de l'histoire, à ce moment-là, de ces années-là, c'était les installations classées. Alors, et en effet, on retrouve dans les DREAL, quand ils sont tout jeunes, ingénieurs, au ministère maintenant, on trouve des ingénieurs des mines qui sont tout à fait câblés, efficaces et connaisseurs des installations classées, parce que ça a été très triste pour eux. Ils sont ingénieurs des mines, il n'y a plus de mines. On n'a plus besoin, tout est dit, on va le dire comme ça. Oui, et puis dans les compagnies pétrolières. Enfin, oui, je suis d'accord. Mais en France, donc, ils ont peupler le reste du monde de l'environnement. Et maintenant, ton contrôle est quand même une porosité, mais qui était inconnue il y a 20 ans encore. Et là, ils sont tout contents parce que maintenant, il y a des mines. Il
Il y a la géothermie. Il y a des matériaux dont personne ne voulait, dont on se rend compte qu'ils sont rares. Ça tombe bien, ils sont dans la liste des produits miniers. Donc, il y a un stockage souterrain. Les cavités, c'est précieux. Est-ce qu'on peut mettre du gaz? Est-ce qu'on peut mettre plein de trucs? Oui, ils ont été beaucoup mobilisés sur les... Oui, de cavités. Ouais. Ou hydrogène, etc. Mais en fait, pas. En fait, les ingénieurs des mines ont le même complexe finalement que les anciens IGREF, ingénieurs de génie rural des eaux et forêts. Ils avaient comme mission essentielle la production, à tout prix. En plus, ça garantissait on parlait pas de souveraineté à l'époque de ce truc-là, mais ça garantissait l'indépendance énergétique, en approvisionnement, etc. Donc forcément, tout ce qui pouvait constituer un obstacle à ça, ça passait pas. Oui, mais on a eu le même phénomène en matière d'installation classée. Hein. Vous regardez la réglementation ICPE, pour que le préfet puisse refuser une autorisation, mais c'est des motifs mais tellement réduits qu'il y a très peu de refus. C'est seulement si les conditions techniques et économiques du moment ne permettent pas de satisfaire. Ah, il n'y en a pas. C'est rarissime. C'est rarissime. Et ce qui est très surprenant, ce qui est ce qui montre bien une certaine philosophie. Pourquoi on a créé la réglementation de 1810? Pourquoi on a créé le permis de conduire et le code de la route? Mais tout simplement parce qu'on avait l'impression qu'en créant cette réglementation, tout le monde pense que ça permet de réduire, de machin. Non, pas du tout. C'était pour les libéraliser, parce que ça permettait que tout soit soumis à la même réglementation et pas à chaque réglementation de commune. Qu'un maire décide pas qu'on roule à 20 km/h et d'autres à 60. Qu'un maire décide que telle installation va se mettre ici et pas ailleurs, etc. Or là, c'est simple, c'est plus le maire, c'est le préfet. On élève d'un niveau, et c'est qui le préfet? C'est l'État. Comme en matière d'ICPE, en fait. Et c'est le PFA. 1810, ouais. Les installations classées, alors on sait être 812, on a besoin d'être un agrégé d'histoire pour comprendre bien l'inspiration. Et ça donne un état d'esprit. Et ce qui fait que le préfet ayant quand même, et il y a beaucoup de directives d'instruction au préfet en ce sens-là, où ils sont une espèce de schizophrénie administrative, on leur dit d'un côté, il faut protéger l'environnement, mais il faut développer l'économie. Ils vont dans le sens, voilà quoi. Et comme ils ont les ingénieurs derrière, qui c'est quand même aussi leur job, voilà, donc c'est un peu plus compliqué quoi. Le préfet consulte beaucoup plus d'ingénieurs que les associations de protection. Je l'ai pas dit. Je repense à la deuxième partie de votre propos sur le contentieux et le rôle des assos. Sur le minier, on les voit pas beaucoup. Je parle pas des scandales guyanais, mais pour ce que j'ai connu à Salsigne, l'or manifestement c'est à part. Mais je veux dire, encore une fois, moi j'ai fait essentiellement en minier de la fermeture, de l'après-mine. Je n'ai jamais vu l'ombre d'un contentieux. Alors l'ouverture, bien évidemment, c'est différent, mais les grandes assos, on les voit pas beaucoup. Hein. On les voit pas beaucoup. Alors que sur une carrière, tout le monde est là. Mais il y en a de partout, surtout. Surtout qu'il y en a de partout. Non, il y a aussi ce que tu disais, c'est très juste, sur le contentieux. Moi, je suis intervenu à la demande de diverses associations, etc., sur un contentieux. C'était pas encore un contentieux. C'était la Cogema qui exploite dans une région française dont je tairai le nom, les Terres Noires, enfin, vous voyez à peu près où c'est. C'était de l'uranium. D'accord, il y avait 3000 habitants en termes d'exploitation, plus que 500 quand la mine a fermé, et la mine a fermé en laissant tout en plan. La commune rachète le bâtiment d'exploitation, vous vous promenez avec compteur Geiger, il crache un maximum. Les gens utilisaient les résidus miniers pour emblayer leur cave fermée, hein, d'accord. Ça n'est jamais allé au contentieux, parce qu'on a eu une longue période de négociation avec la préfecture et la Cogema, etc., pour que tout soit pris en charge en dépollution. Les assos sont intervenus parce qu'il fallait un peu de pression, mais on n'est pas allé au contentieux, parce qu'on en reprenait encore pour des années, et il fallait mieux régler entre quatre yeux cette question, et il y a beaucoup de questions qui ne sortent pas, parce qu'on préfère, pour aller plus vite, voilà. Mais c'était encore de l'après-mine. L'association,
vous avez une raffinerie. Je prends un peu le premier exemple qui me traverse l'esprit. Vous êtes une association, vous avez un lieu basse. Le pétrole, ça n'a pas trop la cote, puis c'est quand même une grosse emprise. Du point de vue environnemental, c'est pas glamour, pour dire les choses simplement. Une mine ouverte pour l'indépendance énergétique, pour avoir moins de pétrole, avoir des voitures qui roulent à l'électricité. En termes de positionnement, ça doit pas être facile. Alors, beaucoup de confrères qui bossent pour des assos, on se connaît bien. Le monde de l'environnement, c'est un monde qui, pour l'essentiel, est un monde encore assez fraternel. On n'est pas très nombreux à en faire, on se connaît tous, on a des clients différents, mais on parle assez ouvertement. Et ils sont bien... voilà, le positionnement et des uns et des autres est pas facile. Hein. Sur cette conclusion de difficultés qui ouvre des perspectives, hein, absolument, la fraternité, la confraternité, entre les mines et les carrières, notamment. Merci pour votre présence. Merci encore à nos deux intervenants. Merci beaucoup.